Il est 7h45 sur BFM Business et sur MC Live. Notre invité, c'est Kokou Agbo-Bloua. Bonjour, vous êtes responsable de la recherche économique multi-active et quantitative chez Société Générale CIB. Vous intervenez régulièrement sur Bloomberg et CNBC. C'est la première fois sur une télévision française. Vous êtes basé à Londres. Vous regardez bien sûr l'économie de très près. On va regarder tous les drivers pour 2026. Mais je commence avec cette question sur la Réserve fédérale, puisque c'est aujourd'hui que commence la réunion mensuelle de la Fed. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'indépendance de la Fed? On parle d'un nouveau profil désormais pour remplacer Jérôme Powell, Rick Rieder. Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur de ce type de job? Alors, tout d'abord, pour parler de l'indépendance de la Fed, je pense qu'en fait, il est important de se souvenir d'Arthur Burns, qui était le président de la Réserve fédérale dans les années 70, sous Richard Nixon, et c'est lui qui a, en gros, gardé les taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'ils nous auraient dû être, et qui a causé une période d'hyperinflation. Parce que Nixon, à l'époque, ne voulait pas de taux d'intérêt élevés, il cherchait le plein d'emploi. Et donc après, on avait la période Volcker, où une accélération assez importante de la politique monétaire. Aujourd'hui, la Fed le groupe de personnes qui votent, ils sont 12. Il y a 7 gouverneurs de la Réserve fédérale qui sont nommés pour une période de 14 ans, qui se chevauchent. Et vous avez 5 présidents régionaux parmi les 12 présidents régionaux. Et du coup, chacun a une seule voix. Ce qui, en fait, permet de limiter la capacité d'un président de dicter la politique. Donc lui seul ne peut pas baisser les taux comme il le veut, quoi. Voilà, ce n'est pas une dictature, c'est une décision collective. Après, il est évident que sur les 3 des 7 gouverneurs de la Réserve fédérale, ils ont été choisis par Trump. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a aussi été choisi par Trump lors de son premier mandat. Donc, on n'est pas inquiet parce qu'on pense que les institutions de la Réserve fédérale devraient résister à cette attaque du président. Parce que c'est collégial. Exactement. Mais ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est quand même que baisser les taux trop longtemps, alors que c'est pas forcément ce qu'on devrait faire, c'est très dangereux. Absolument, parce qu'on pourrait, en quelque sorte, répliquer ce qui s'est passé dans les années 70. Après, ce qui est intéressant, c'est c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que pour avoir une Fed, une réserve fédérale qui garde les taux trop longtemps, il faut avoir un choc de l'inflation. Donc, c'est imaginer un contexte de la guerre en Ukraine avec la Russie, où on a cette explosion des commodités, du pétrole, etc., l'inflation qui part à 14-15%, et la Réserve fédérale décide de ne rien faire. Donc dans ce contexte, ce serait un grave problème de gestion de la politique monétaire. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte où l'inflation reste stable, et donc une Fed qui reste plus accommodante n'est finalement pas très problématique dans un contexte... Tant que l'inflation reste mesurée, c'est ça votre... Absolument. Donc ça, c'est le point base, principal. Mais donc il faut les deux conditions. Il faut un choc de l'inflation, de la demande ou de l'offre, etc. Et après, avoir une décision de la Fed qui ne soit pas efficiente. Vous ne pensez pas que là, on a eu des chiffres avec le shutdown, mais est-ce qu'on peut vraiment les regarder tels quels? C'est compliqué. Vous ne pensez pas que l'inflation américaine va accélérer dans les prochains mois, avec les droits de douane notamment? En fait, ça, c'était la thèse de beaucoup d'économistes. Oui, on a attendu presque l'inflation, et c'est pas venu. Et en fait, c'est ce qu'on ne voit pas dans les chiffres. Pourquoi? Parce qu'on pense que, d'une part, les entreprises ont pris à peu près un tiers de l'impact des droits de douane. Un autre tiers a été absorbé par les exportateurs, et un troisième tiers a été absorbé par la consommation. Et il est aussi important de regarder l'indice des prix à la consommation, donc le panier qui constitue l'IPC. 40% de ce panier est représenté par les biens qui sont importés, et 60% sont les services. Et on ne voit pas de mécanisme de transmission entre cette inflation des biens vers les services. Cette économie américaine, aujourd'hui, elle est beaucoup drivée par l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait qu'elle est si vigoureuse. Comment vous regardez ça dans les semaines? Est-ce que pour vous, il y a un risque de bulle sur l'intelligence artificielle ou pas? Nous ne pensons pas qu'il y a une bulle. Il y a plutôt un boom de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, il faut créer les capacités dans les centres de données, les data centers, pour remplir cette demande exponentielle que nous avons. Tout le monde utilise ChatGPT en ce moment. Et après, l'usage au niveau des entreprises est censé aussi augmenter de manière significative. Ce qui est important, c'est de se souvenir de la part des revenus du travail à l'échelle mondiale. Le PIB mondial, c'est à peu près 100 000 milliards de dollars. Et la partie cognitive, c'est à peu près 20 000 milliards. Donc si l'intelligence artificielle ne remplaçait qu'à peu près 10%, ce serait à peu près 2 trillions de dollars d'économie ou de sources de revenus. Donc je pense qu'on est
plutôt engagé vers un marathon plutôt qu'un sprint. Et il faut créer finalement cet écosystème pour pouvoir remplir cette demande qui va être assez... Mais justement, sauf que dans les entreprises, on voit que c'est pas si rapide l'adoption de l'intelligence artificielle et que du coup, ça ne délivre pas beaucoup de revenus, notamment pour des entreprises comme OpenAI. Il y avait cette blague qui circulait à Davos ces derniers jours en disant OpenAI, dans 2 ans, c'est fini, ils auront fait faillite. Tellement ils n'auront pas réussi à accélérer sur la prise en main de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Ça vous inquiète, ça, ou pas? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est un processus d'extrusion créatrice, un peu comme Schumpeter. On le voit très bien avec OpenAI qui a conçu des semi-conducteurs qu'on appelle les GPU, qui sont Graphic Processor Unit. Et vous avez Google qui arrive avec des TPU, les Tensor Processor Unit, qui sont 2 à 3 fois plus puissants que les GPU, qui sont d'ailleurs 100 à 200 fois plus puissants que les CPU. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'IA a à peu près 3 ans. Il n'est même pas arrivé à l'âge de l'adolescence. Donc, si vous regardez les iPhones qui ont eu plusieurs générations, on pense que la capacité de l'IA pour avoir des résultats beaucoup plus probants et avoir des cas d'usage intéressants devrait arriver à l'avenir. Et ça, c'est le plus important, c'est de se rendre compte, oui, c'est une aventure, c'est un marathon et pas un sprint. On a beaucoup parlé d'un réveil européen ces derniers jours, notamment à Davos, avec les menaces américaines autour du Groenland. On est sur un écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe très important. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir, en débloquant nos problèmes internes avec le marché unique européen, à faire en sorte que l'Europe se réveille vraiment? Ça, c'est une question très importante, parce que il est clair que la rentabilité et la productivité de l'économie américaine expliquent pourquoi. La capitalisation boursière totale du marché américain, c'est 60 trillions de dollars. L'Europe, c'est à peine 14 trillions de dollars. Et donc, le marché américain, c'est 4 à 5 fois plus gros que l'Europe. Pourquoi? Parce que vous avez donc des boîtes comme Google, Amazon, etc. On n'a pas l'équivalent en Europe. Est-ce qu'on peut débloquer? Évidemment, on a le rapport L'État, le rapport Draghi, qui parle de tout ce qui est réforme. Mais on est à moins de 10% de mise en œuvre du rapport Draghi. Absolument, parce que le rapport Draghi parle de 4,7% du PIB européen. C'est à peu près 800 milliards d'euros d'investissement. On n'y est pas encore. Et c'est une urgence. C'est une urgence importante, simplement parce qu'à partir de 2040, l'Europe va perdre 2 millions de personnes par an en termes de vieillissement de la population. Donc, il faut investir en productivité, etc. Et après, il y a le rapport du FMI qui dit une chose très intéressante. C'est quand on regarde la réglementation entre pays européens, c'est l'équivalent d'avoir à peu près 120% de droits de douane entre pays européens pour les services. Donc nos barrières sont internes. Voilà, et 40% pour les biens. Donc les barrières sont internes parce qu'on a des champions nationaux, etc. etc. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'Europe qui dominait d'ailleurs le monde au 19e siècle, etc. Donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a une idée très intéressante qui est le rapport L'État qui parle du 28e régime, qui est un mécanisme qui permettrait de donner aux entreprises une forme de passeport européen pour vendre leurs produits et services au sein des 27 pays européens. Il faut le faire. Et pas avoir 27 réglementations, etc., etc. Mais bon, ça va prendre du temps. Et il y a une lueur d'espoir. C'est dans le dernier discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui disait que 2028 est potentiellement la dernière date butoir pour avancer dans ce qu'on appelle le Saving and Investment Union, donc l'union de l'épargne et de l'investissement. Et ça pourrait peut-être être le moment de l'or de 1992. Donc voilà, attendons. C'est maintenant ou jamais quand même. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Kokou Agbo-Bloua, responsable de la recherche économique multi-active et quantitative chez Société Générale CIB.